Bien, mes chers collègues, alors là c'est peut-être un peu fort la sono là-haut là. Bien, tout d'abord je souhaite la bienvenue aux membres du conseil municipal des jeunes de Lisieux qui sont en train de s'installer et qui assisteront à nos débats. Je souhaite la bienvenue aussi aux deux nouveaux conseillers régionaux, Robin De Vogler, chère Sophia, et Quentin. Alors c'est la Gaillarde ou la Galarde? La Galarde, en dépit des deux L. D'accord. Et Quentin Lagalarde qui succède à Marie-Agnès Poussier-Winsbach et Anna Pic qui, comme vous le savez, ont été élus députés et ont démissionné de leur mandat. Bien, bon courage, bienvenue. Britannique. Pour commencer, je voudrais revenir quelques instants sur la rentrée scolaire dans nos 141 lycées, qui a été marquée, bien entendu, par la question de la crise énergétique, de l'inflation, de l'augmentation des prix, des denrées alimentaires et surtout, bien sûr, de l'énergie. Selon nos projections, la dépense consacrée par la collectivité régionale, j'allais dire que le sujet qui se pose aux régions se pose aussi aux départements et aux maires qui sont présents dans la salle, qui le savent très bien, avec une augmentation de la facture énergétique de 25 millions d'euros en 2021, de 30 millions d'euros en 2022, et dont les estimations les plus pessimistes nous amèneraient à 80 millions d'euros en 2023. Il y aura donc un certain nombre de choix budgétaires à faire face à cette situation inédite. Sur le très court terme, et afin que les lycées puissent répondre à leur facture énergétique de fin d'année, une enveloppe exceptionnelle de 2,5 millions d'euros a été mobilisée. En parallèle, à ma demande, Bertrand Dognaud, le vice-président en charge des lycées, a animé le 30 septembre une réunion avec les chefs d'établissement et les gestionnaires afin de co-construire le plan d'action de sobriété énergétique de la collectivité qui sera prochainement annoncé et envoyé aux établissements. Sur le moyen terme, un crédit d'environ 50 millions d'euros supplémentaires sera inscrit au budget, permettant de couvrir l'intégralité des nouvelles dépenses. Et ces crédits seront bien entendu ventilés en fonction des besoins des établissements. Nous aurons d'ailleurs une discussion aussi avec les représentants de l'enseignement privé qui rencontrent aussi des difficultés. Sur le long terme, enfin, comme nous le faisons depuis 2016, notre collectivité continuera de réduire les consommations d'énergie en améliorant la performance énergétique des bâtiments. Je vous rappelle que nous avons mené de très gros travaux d'isolation dans 14 établissements pour 20 millions d'euros, que nous avons rénové des installations thermiques de 17 autres établissements pour 16 millions d'euros et que nous espérons pouvoir lancer un contrat de performance énergétique dans les prochaines années. Nous n'avions pas pu le lancer, souvenez-vous, à cause des règles de Cahors, c'est-à-dire le contrat de performance énergétique étant considéré comme des dépenses de fonctionnement, nous n'avions pas pu lancer ça comme nous l'avions souhaité en 2018. Elles vous seront présentées lors d'une séance plénière, lors d'un nouveau plan pluriannuel d'investissement dans les lycées. Je parlais, puisque j'ai fait une incise, de la programmation des travaux pour améliorer l'efficacité énergétique de nos bâtiments. Cette rentrée scolaire voit la mise en œuvre pour la deuxième année du pacte numérique lycéen, qui, comme vous le savez, a pour but de lutter contre la fracture numérique, de permettre à tous les jeunes, quelles que soient leurs conditions sociales, de bénéficier d'un ordinateur portable, de développer les compétences numériques, d'adapter la pédagogie aux difficultés individuelles et d'éduquer les jeunes aux médias et aux écrans. 39 000 lycéens de seconde générale technologique et professionnelle, des élèves de CAP sont en train d'être dotés de cet ordinateur. Je crois que ça devrait être fini la semaine prochaine. Cette dotation s'accompagne d'une mise à niveau du réseau Wi-Fi des lycées publics. C'est 7 000 bornes supplémentaires qui sont installées.
le câblage là où c'est nécessaire des établissements et le déploiement d'un nouvel espace numérique de travail. En tout, c'est 60 millions d'euros qui seront consacrés à cette politique. Par ailleurs, et parce que la fracture numérique est aussi un sujet chez les adultes, Catherine Gournay-Lecomte, en charge des ressources humaines, nous a proposé de doter l'ensemble des agents techniques des lycées d'une tablette numérique qui leur permet d'accéder aux informations internes et externes ou encore de faire les démarches administratives avec le siège et le conseil régional. C'est un investissement de 1 400 000 € pour les 3 700 agents qui sont dans nos établissements scolaires. Enfin, sur cette rentrée scolaire, je voudrais signaler que les équipes en charge du transport scolaire ont réussi à organiser la totalité des services malgré une situation, comme vous le savez, très tendue en matière de recrutement sur le plan national. Je veux remercier Jean-Baptiste Gastine qui s'est échappé pour aller recevoir une délégation des syndicats des cheminots et les remercier pour la très forte mobilisation qui a porté ses fruits. Nous avons pu assurer la desserte d'à peu près tous les circuits scolaires et j'espère bien entendu que la question de la pénurie d'essence ne vienne pas non plus perturber la circulation de nos bus. Nous savons qu'a priori jusqu'à la fin de la semaine, c'est-à-dire jusqu'aux vacances, les transporteurs sont en capacité d'assurer le service. Je voudrais également vous parler du SRADET, qui est, comme vous le savez, un chantier d'actualité puisque sa modification doit intervenir au plus tard au milieu de l'année 2023. Nous allons démarrer dans les prochains jours avec Guy Lefranc une série d'échanges et de rencontres avec l'ensemble des acteurs concernés, élus locaux et professionnels. L'enjeu est simple mais de taille, arriver à bâtir un schéma régional qui intègre l'objectif fixé par la loi de diviser par 2 le rythme d'artificialisation d'ici 2030. Je vous rappelle que les compteurs sont d'ores et déjà ouverts depuis 2021, donc ce qui est artificialisé aujourd'hui sera intégré dans les quotas, dans la part de 2030, en prenant en compte, bien entendu, les spécificités des territoires normands, pour éviter qu'il ne s'applique de manière uniforme à tous. Le pire serait d'arriver à un schéma où la totalité de la Normandie soit sous la toise des 50%, faute de réussir à s'adapter et à apporter une réponse qui ne peut pas être la même dans les espaces industriels ou portuaires de la basse vallée de la Seine que, pardon, je cite Épeigne, au moins je ne remettrai en cause personne, mais on ne peut pas avoir la même règle entre Épeigne et les zones de développement économique majeur, ni d'ailleurs la même règle avec les espaces qui sont au bord du littoral, où, comme vous le savez, avec l'augmentation du niveau de la mer, il faudra déplacer toute une série d'activités, comme nous allons bientôt le voir à Quiberville, cher Jean-François Blanc. Si quelques inconnus demeurent, notamment sur le calendrier final, notamment sur quelques adaptations réglementaires, celle notamment de la prise en compte ou non des projets d'intérêt national dans le quota régional, mais c'est un vrai sujet parce que si les grands projets d'intérêt national sont sur le contingent d'artificialisation régionale, il y a des régions pour lesquelles ça va être extrêmement compliqué. Je pense par exemple à la région Hauts-de-France où le canal Seine-Nord, à lui seul, consommerait la totalité de l'espace possible d'artificialisation pour les Hauts-de-France, où je pense à la région Nouvelle-Aquitaine et Occitanie avec le prolongement de la ligne TGV. Et donc il y aura une séance plénière dédiée à ce sujet le 6 février prochain, ce qui permettra à tous les groupes politiques et à toutes les sensibilités de nous faire part de leurs propositions sur le sujet, même si certains l'ont déjà fait par écrit. Enfin, et avant d'aborder l'ordre du jour de cette séance plénière, je voudrais me réjouir dans ce contexte économique mondial très perturbé et qui risque de devenir très défavorable, de voir que la région Normandie, et en particulier l'axe Seine, continue d'attirer de nouvelles entreprises créatrices de très nombreux emplois. Et comme je le dis souvent, une partie de l'avenir économique du pays aujourd'hui se joue sur la vallée de la Seine.
l'annonce récente d'Opium d'installer son usine de fabrication de voitures à hydrogène à côté de Vernon, avec à la clé la création de 1500 emplois et un centre de recherche de 450 personnes, est une nouvelle fois la preuve des très bonnes nouvelles que nous avons connues ces derniers mois. La construction par Eastman de la plus grande usine de recyclage de plastique du monde à Port-Jérôme, avec la création de 350 emplois directs, 1000 emplois indirects et un investissement d'1 milliard d'euros. On a des discussions complémentaires avec ce groupe sur des installations complémentaires d'ailleurs. Le projet porté par Futero, qui est une entreprise belge, qui envisage la construction d'une usine de production de bioplastique, qui représente un investissement de 500 millions d'euros. La construction par air liquide de la plus grande usine au monde de production d'hydrogène décarboné, là aussi à Port-Jérôme, avec 70 emplois directs et une centaine d'emplois indirects, et surtout la capacité de commencer à bâtir un modèle d'industrie décarbonée. C'est 250 millions d'euros d'investissement avec une mise en service en 2025. L'implantation par Ebusco d'une unité d'assemblage de bus électriques au sein de l'usine Renault de Cléon. J'en profite pour dire que le premier autocar rétrofité à l'hydrogène au monde va bientôt connaître ses premiers kilomètres dans les jours qui viennent. Ces implantations de nouvelles activités nous démontrent à quel point la région est en train d'apparaître comme un hub majeur, notamment sur la question de l'hydrogène, et qu'elle se positionne pour être une véritable terre d'accueil de projets industriels, qu'on appelle en général d'éco-industrie, qui associent développement économique, production de valeur, transition environnementale et énergétique. Toujours sur l'axe Seine, je me réjouis enfin de l'annonce par le groupe MSC avant l'été, on y a travaillé la semaine dernière avec eux, d'investissement à hauteur de 900 millions d'euros sur le port du Havre pour l'extension de ses terminaux. Ces investissements permettront la création de 1100 emplois directs, dont 900 dockers, les 100 premiers ont déjà été embauchés, et devraient permettre de doubler le trafic de conteneurs du Havre dans les 5 années à venir, ce qui va nous rapprocher des volumes d'activité des ports d'Europe du Nord qui nous avaient largement dévancés. Et bien entendu, cet investissement rend d'autant plus urgent la construction de la chatière afin de développer le fret fluvial pour que tout ça ne se retrouve pas sur les routes. Au-delà de notre débat d'orientation budgétaire, le travail de construction du budget 2023 va se poursuivre, mais il faut être clair d'ores et déjà, comme l'ensemble des régions françaises, nous n'échapperons pas à une baisse marquée de notre épargne brute et parallèlement une dégradation de notre ratio de désendettement. Virginie Carolo et Serge Chougard vous présentera tout cela dans le détail tout à l'heure. Il vous sera proposé par ailleurs, au cours de cette séance, le protocole d'accord sur le contrat de plan État-région. Nous aurons l'occasion d'en discuter tout à l'heure, mais très clairement, si on veut bien regarder les choses, les contrats de plan d'aujourd'hui n'ont plus rien à voir avec les contrats de plan d'hier, d'une part parce que tout le volet infrastructure et mobilité a été sorti des contrats de plan, et que lorsqu'on regarde très exactement ce qui se passe dans les propositions de l'État dans chaque région, le niveau de crédit nouveau injecté par l'État dans ces contrats de plan est extrêmement faible, c'est quelques dizaines de millions d'euros. Je crois que pour la Normandie, c'est entre 70 et 80 millions d'euros. Ce qui est d'ailleurs à mettre en parallèle avec l'effort que les collectivités, elles, font, par exemple, sur l'enseignement supérieur que devrait faire l'État. Par ailleurs, et comme la loi nous y oblige, la séance plénière de ce jour sera l'occasion pour Jean-Baptiste Gassine de vous présenter la stratégie régionale d'ouverture de notre réseau ferroviaire à la concurrence, puisque, comme vous le savez, cela doit être fait avant 2029. Cette stratégie va se découper en 5 lots, et le premier qui sera concerné sera l'Étoile de Caen, avec une ouverture en 2027. On verra ce que donne cette ouverture à la concurrence. En général, il y a déjà d'ailleurs très peu de réponses. L'ensemble du réseau normand sera donc ouvert avec des lancements d'appels d'offres échelonnés, ce qui nous permettra de pouvoir examiner et de tirer les leçons des premiers appels d'offres que nous lancerons.
Il s'agit bien entendu d'une stratégie très progressive, en sachant bien entendu que l'ouverture à la concurrence n'empêche pas la SNCF de gagner aussi ses appels d'offres. J'en profite pour vous dire que nous allons consentir un effort considérable sur le rail, avec la poursuite du programme d'acquisition d'une nouvelle série de trains similaires aux Omnéo, qui vont essentiellement circuler sur le Paris-Rouen, et nous dépenserons encore l'année prochaine 400 millions d'euros pour le rail en Normandie. Mais il faut souligner, on a eu l'occasion de l'évoquer entre présidents de région il y a 4 jours, qu'entre les charges dont nous devons nous acquitter pour financer la maintenance et la remise en état du réseau et les dizaines de millions que la SNCF s'apprête à demander aux régions au titre des indexations, elles-mêmes largement déterminées par les prix d'électricité, on aboutit progressivement à un modèle ferroviaire sous tension et dont l'équation financière devient de plus en plus compliquée. Mon collègue François Bonneau me disait que pour la région centre, c'était entre 90 et 100 millions d'euros supplémentaires que demandait la SNCF et qu'il était, lui, absolument incapable de financer. Et donc, on voit bien que notre système est à bout de souffle avec une augmentation massive des coûts, liée notamment à la question des péages, et une augmentation aussi massive des besoins de financement sur les infrastructures. Je vous rappelle que si on se compare à l'Allemagne, il faudrait que l'État, qui est propriétaire de ce réseau, mette au minimum 20 milliards d'euros sur la table pour, grosso modo, apporter un financement comparable à celui de nos voisins. Et j'ajoute que lorsqu'on évoque la question notamment des lignes fines de desserte du territoire, il y a des régions pour lesquelles, très clairement, l'équation est simple, c'est soit l'État prend en charge, soit ces lignes seront fermées, parce que les régions ne sont absolument pas dimensionnées budgétairement pour pouvoir porter de tels investissements. Ce qui est sûr, c'est qu'il va falloir que la SNCF nous donne la vérité des prix. On vient de découvrir que la SNCF, qui est le plus gros acheteur français d'électricité, a tendance à considérer que le prix de l'électricité qu'il revend indirectement aux régions serait calqué sur le prix spot, alors que la SNCF bénéficie d'une partie du prix au tarif AREN. Donc on est sur une espèce d'embrouille assez extraordinaire où j'achète de l'électricité pas chère et j'explique aux régions qu'il faut augmenter la convention de façon considérable parce que le prix de l'électricité sur le marché a augmenté. C'est assez exceptionnel. Pour un service public, c'est quand même une belle histoire. Donc nous avons écrit, 13 présidents de région viennent d'écrire à Jean-Pierre Farandou pour lui demander quelques explications. Pour finir sur un clin d'œil plus festif ou plus gai, je vous invite tous, comme je l'ai fait la semaine dernière, à profiter de la 5e édition de la Grande Débarque qui se tient jusqu'à la fin novembre et qui met en valeur un produit d'exception, symbole de la Normandie, qui est la coquille Saint-Jacques, et dont vous savez que la gestion durable qui a été mise en œuvre par les pêcheurs depuis 15 à 20 ans a parfaitement porté ses fruits, puisque la coquille est de plus en plus nombreuse au large des côtes de la Normandie. À travers cet événement, ce sont 200 lieux de restauration qui proposent des plats à base de ce produit, 2000 poissonneries qui sont associées à cet événement. J'ajoute enfin que, comme vous le savez, à partir de vendredi, vous aurez la 3e édition du Festival de l'excellence normande et je vous invite à tous nous rejoindre au Parc des Expositions de Caen pour cet événement populaire, gratuit et permettant aux Normands de découvrir la richesse de leur région. Je vous remercie.